Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not. Aujourd'hui, je te présente plus en détail le jeu qui fut mon coup de cœur du mois de mars, je pense, j'ai perdu le compte, en tout cas, qui a déjà été mon coup de cœur. C'est le jeu Skull Hollow. Skull Hollow, c'est un petit jeu à 2 joueurs qui va durer 30-40 minutes à peu près, on dit putain plus, c'est relativement fiable. C'est un jeu qui ne se joue pas autrement qu'à 2 joueurs, c'est un jeu de duel. Il y a un joueur qui va prendre contrôle d'un gardien. Il y a le choix de 4 gardiens dans la boîte de base. Le gardien vient avec ses composantes personnelles et un deck de cartes. Le joueur adverse va contrôler les Fox and Heroes, qui est une espèce de petit peuple animal, un peu comme les soldats dans Root. Il va contrôler un peuple de Fox and Heroes. Il va choisir son roi, son chef. Et le premier qui élimine l'unité leader de l'adversaire, ben, le gardien en a juste une. Mais sinon, si le gardien élimine le chef de l'adversaire, il va l'emporter. Le gardien a également une deuxième condition de victoire possible. Je vais vous montrer ça. Fait que c'est un tout petit jeu, pas très long, très sympathique à mon avis. C'est mon coup de cœur. Je vous annonce tout de suite que je l'aime. Ça a été mon coup de cœur d'un mois précédent. Fait que comme à l'habitude, ben, je vous montre comment on installe ça, je vous explique comment jouer et je vous dis plus en détail ce que j'en pense à la fin. Comme Skull Hollow est un jeu à 1 contre 1, une des premières jobs qu'on va avoir à faire, c'est de choisir qui va jouer le gardien, le méchant de la partie. Une fois que ce joueur-là, on a décidé c'est qui, ben, le joueur va avoir à décider lequel des 4 gardiens il veut jouer. On a un niveau de complexité du gardien qui est ici selon le nombre de toiles. Fait que Grak est le plus simple alors que Raptra et Tantos sont les plus complexes pour notre partie à nous. On va installer Grak. Grak va venir avec une petite boîte qui est à lui. Fait que chaque gardien a une boîte avec ses cartes personnalisées et s'il y a des jetons spécifiques à ce gardien-là, qu'est-ce qu'on a dans la boîte de Grax? On va l'avoir. On a ce jeton-ci et ces cartes-ci. Dans ces cartes-ci, il y en a une qui va donner à son adversaire, cette carte-là. Cette carte-là, dans le fond, va rappeler quel est l'objectif spécifique de Grak pour qu'il remporte la partie, puis les actions que Grak peut prendre dans la partie. Fait qu'il va acheter ça. Ce jeton-là, ben, dans le livret d'instruction, il y a un petit setup spécifique pour chaque vilain. Dans le cas de Grak, lui, ça indique simplement de placer ce jeton-là sur cette case ici. Ça va indiquer combien d'unités Grak élimine pendant la partie. On va finir par l'avoir. De son deck de cartes, il va tout simplement brasser ça, puis il va piger sa main de cartes pour commencer la partie. Sa main de cartes, elle est juste ici. Grak a une main de cartes de 5, 1, 2, 3, 4, 5, fait qu'il va commencer avec ça. Le reste de son jeu, il va mettre ça sur le côté. Sur le plateau de jeu principal, qui ressemble à ceci, ben ici, on va avoir le Keep, la forteresse des humains, ben des Foxen Heroes. Et ici, on va avoir la zone de départ de Grak. Fait que de son côté de jeu, il va prendre sa figurine, il va placer ça là. Sa mise en place individuelle est prête. Près du plateau de jeu, chaque gardien a également un plateau individuel qui ressemble à ceci, selon le gardien qu'on a choisi. Fait que dans le cas de Grak, il y a un plateau individuel comme ça qui va aller placer aussi près de la surface de jeu pour que le joueur Fox and Heroes puisse y avoir accès. Fait que la mise en place du vilain ressemble à ceci. Celui qui joue le héros, les Fox and Heroes, lui aussi va avoir son petit plateau personnel. Il y a également une boîte qui vient, lui aussi, qu'est-ce qu'on a dans sa boîte à lui? Ben, comme notre joueur Grak, on a un deck de cartes. Dans son deck de cartes, il va avoir un choix à faire, son choix de leader, puis il va avoir ses petits différents meeples qui représentent ses petites unités. Son choix va se faire parmi, il va avoir choisir un leader, fait que soit le King of War, Princess of Tactics, Prince of Guile, Queen of Blessing. Son choix va venir avec une carte qui représente son héros et il va venir avec une carte d'unité. Disons qu'on prend King of War. Les 3 autres héros, donc c'est 6 cartes, là on les remet de côté dans la boîte, on s'en sert pas. Cette carte-là, comme on a fait à l'inverse, on a ici la carte que Grak nous a donnée, qui nous rappelle les actions que Grak peut prendre, son objectif de victoire. On va faire la même chose, on va donner cette carte-là au joueur qui contrôle Grak, qui va avoir un rappel des actions que nous, on peut faire pendant notre tour de jeu. On lui donne ça. On a une carte d'unité qui est notre roi, on va la placer proche de notre zone de jeu. On a une deuxième carte unité qui rentre en jeu, qui est le sentinelle.
Le roi, on voit ici qu'il est sur un fond plutôt doré, la sentinelle est sur un fond brun, fait qu'on va aller prendre ces deux meeples-là, celui qui va représenter notre roi, celui qui va représenter notre sentinelle, on va aller les placer sur le keep, donc sur la surface, sur le château qui est de notre côté. On se rappelle que de l'autre côté, on a le gardien qui est installé sur le plateau du jeu. De la main de carte qu'on a, on va aller piger notre main. Notre main est juste ici, fait qu'on va piger 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et là, on est prêt à commencer à jouer une fois qu'on a notre main de carte en main. Près du plateau de jeu, on va se garder une réserve de Wound Token pour le vilain, une réserve de Wound Token pour le héros, et une réserve de Power Token qu'on va se garder pas loin de la surface de jeu également. Finalement, selon le niveau de difficulté qu'on a, là, je ne les ai pas mis en jeu, mais on a des petits jetons, des Ancient Tokens. Si on sait qu'un joueur est plus habitué au jeu qu'un autre, on peut distribuer des Ancient Tokens comme ça jusqu'à un maximum de 6 au joueur qui est le moins habitué. Pour lui donner un petit avantage, chaque token peut se dépenser pendant la partie pour prendre une action. Fait qu'une fois que notre mise en place est faite, allons-y avec les règles du jeu. Une fois qu'on est installé, comment gagne-t-on, perd-on à Skulk Hollow? C'est un jeu de duel, donc l'idée est d'éliminer la faction adverse. Dans le cas de Grak, si on joue Grak, on a deux conditions de victoire. La première est d'éliminer le roi adverse. Le roi adverse est représenté par ce meeple-là. Si on le sort du jeu, on gagne la partie. Deuxième condition qu'on a, c'est imprimé sur le plateau personnel, juste ici. Dans le cas de Grak, c'est d'éliminer 8 unités adverses. Et on va pister le nombre d'unités qu'on a éliminées avec ce petit jeton-là qui va bouger sur cette piste-là. Fait que donc, Grak a deux conditions de victoire. Je précise que si on avait choisi un autre gardien, éliminer le roi, c'est toujours une des deux conditions de victoire, mais la deuxième condition de victoire va changer, puis elle va être imprimée directement sur le plateau du gardien. Fait que ça va être variable selon le gardien qu'on a choisi. Dans le cas des Fox and Heroes, on a juste une condition de victoire possible, c'est d'éliminer le gardien, dans ce cas-ci, Grak. Pour l'éliminer, il faut aller faire un point de dégâts sur chacun des cœurs verts qui est sur ce petit plateau ici. Fait qu'on va avoir des zones à remplir de pions blessures, puis quand on a rempli toutes les zones au complet, dans ce cas-ci, ça fait un total de 11 points de dégâts. On va éliminer Grak et remporter la partie. Cela étant dit, une fois qu'on sait comment on gagne, on perd, comment se joue un tour de jeu. On va toujours commencer avec les Fox and Heroes qui vont prendre leur tour de jeu. Ensuite, le joueur contrôlant le gardien va prendre un tour de jeu, puis on va y aller comme ça en aller-retour, jusqu'à temps qu'un joueur ait atteint l'une de ses conditions de victoire. Comment fonctionne la structure d'un tour? Disons qu'on commence avec les Fox and Heroes, mais la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dépenser un certain nombre de points d'action. Le nombre de points d'action qu'on a, il est imprimé directement sur notre fiche ici, fait que dans le cas des Fox and Heroes, on en a 3. Comment dépense-t-on nos points d'action? On a deux options pour dépenser nos points d'action. Première option, c'est jouer des cartes de notre main. Chaque carte qu'on va jouer va nous coûter un point d'action. Il n'y a pas d'autres ressources pour les compter dans le jeu. Fait que si, par exemple, je veux jouer ce chevalier-là pour le faire apparaître en jeu, je vais tout simplement dépenser un de mes points d'action et le chevalier sera en jeu. Si je veux jouer cette carte-ci, qui est une carte action, pour faire l'une des actions qui est sur la carte, je vais tout simplement la jouer et la défausser. Un de mes points d'action sera dépensé. Fait que ça, c'est mon premier choix. Mon deuxième choix, c'est d'aller piger de nouvelles cartes. Je peux toujours, si je veux, si j'ai rien qui m'intéresse dans ma main, défausser une carte de ma main pour en piger deux nouvelles que j'ajoute immédiatement à ma main. Et même si ma main est complètement vide, j'ai plus rien dans mes mains, je peux quand même faire cette action-là pour aller en piger deux pour commencer à la remplir. Cela étant dit, ça c'est mes deux choix d'action. Détaillons quand je prends une action pour jouer une carte, comment ça fonctionne. J'ai différentes options. Quand je vais jouer une carte unité, c'est les plus simples. Je vais tout simplement jouer la carte unité. Je vais aller prendre le meeple qui est représenté sur la carte. Dans ce cas-ci, on voit ici un petit dessin dans le coin en haut à gauche. Fait qu'on va aller prendre le meeple avec le même dessin sur le meeple pour bien le reconnaître. Et on va aller recruter cette unité-là. On peut le placer sur notre keep de base ou sur n'importe laquelle des deux villes qui est imprimée sur le plateau, qui sont représentées par ces bâtiments ici. Fait que je pourrais le faire apparaître ici, par exemple. Je fais attention pour prendre le bon meeple parce qu'il peut y avoir dans mon deck de cartes d'autres unités chevaliers. Elles peuvent être en jeu en même temps. Fait que pour les différencier les deux les unes des autres, les meeples ont également des symboles différents de pain sur le meeple. Fait que ça, c'est pour les unités. Chaque unité va avoir des pouvoirs particuliers, un certain nombre de points de vie, puis des icônes d'action disponibles. Dans ce cas-ci, j'ai recruté mon chevalier. Fait que je pourrais tout simplement, par exemple, prendre une deuxième action pour recruter cet archer-là également, puis aller le placer dans mes zones de recrutement de la même façon que l'autre.
Ma deuxième option, ce sont les cartes d'action. Les cartes d'action sont divisées en deux zones, une zone du haut, une zone du bas, à la Gloomhaven, mais en beaucoup plus simple. Je dois choisir laquelle des zones je vais activer quand je vais jouer cette carte. Fait que si par exemple je joue cette carte-là, j'ai le choix soit de faire un mouvement, soit d'aller chercher 2 jetons de power. Si je jouais par exemple cette carte-là, j'aurais le choix entre l'action Leap et l'action Melee. Je dois choisir l'une des deux. Fait que expliquons les différentes actions. D'abord les actions de mouvement. Si on choisit par exemple le haut de cette carte-là, ben on va tout simplement placer notre carte en relation avec le plateau, puis on va déplacer l'une de nos unités, celle de notre choix, en respectant le mouvement qui est demandé. Dans ce cas-ci, c'est un mouvement de gauche à droite. Si j'avais joué, par exemple, cette carte-ci, ben ça aurait été un mouvement relatif pour le joueur, un mouvement de haut en bas, comme ça ici, en respectant tout simplement ce qui est écrit sur la carte. Si on joue une carte pour le power qui est dans le bas de la carte, on va tout simplement aller chercher le nombre de jetons de power qui est indiqué sur notre carte et les placer dans notre zone personnelle sur notre plateau de joueur. On va y faire référence plus tard. Il reste donc les 3 actions qui sont Leap et les 2 actions d'attaque, Melee et Range. L'action Leap, c'est l'action qui va permettre de grimper sur le vilain. Pour pouvoir prendre l'action Leap, on doit soit être sur la base du vilain, sur la case où le vilain se trouve, soit être déjà sur le gardien. Si on est sur sa case, puis on prend l'action Leap, ben on va pouvoir grimper dessus. Fait que dans ce cas-ci, mon sentinelle qui est juste ici, pourrait avec une action Leap, aller sauter juste ici. S'il était déjà sur le plateau avec une action Leap, ben il pourrait suivre les pointillés pour continuer à grimper sur une autre zone. S'il était déjà ici avec une action Leap, ben il pourrait aller ici, ou il pourrait aller juste ici. Si j'étais ici, disons que je suis placé comme ceci, et je fais l'action Leap x2, certaines cartes vont donner la possibilité de faire un double Leap. Ben là, j'aurais 2 options. Ma première option avec un double Leap, c'est de déplacer une de mes unités 2 fois. Ma deuxième option, c'est de déplacer 2 unités d'une case chacune. Pour pouvoir faire un Leap, l'unité doit avoir le symbole de Leap sur sa carte. Fait qu'on voit que mes chevaliers, mes sentinelles peuvent faire l'action Leap, pardon, ce qui n'est pas le cas de mes archers. Et ça, c'est pour l'action Leap. Les actions d'attaque sont tout aussi simples. L'action Melee va permettre d'attaquer la zone où l'une de mes unités se trouve. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais, avec cette carte-là, décider de faire l'action Melee soit avec mon chevalier, soit avec mon sentinelle. Ça me permettrait d'aller placer un point de dégâts sur la zone appropriée, tout simplement. Encore une fois, pour pouvoir faire cette action-là, l'unité doit avoir le bon icône sur sa carte. Finalement, il y a l'action Range. L'action Range, ça va être écrit sur la carte comment elle va fonctionner dans le fond. Fait que si on défausse une carte missile pour prendre l'action Range avec mon archer me dit je peux attaquer à partir d'une case adjacente. Fait que lui, il va pouvoir attaquer le gardien sur une case adjacente, sur la case de son choix. Fait qu'il pourrait commencer par exemple à l'attaquer juste ici. Alors que le sentinelle, lui aussi, il a l'action range, mais s'il veut faire une action range, lui, il doit être sur la même case que le gardien, mais au pied du gardien. Fait que si mon sentinelle était juste ici, et je dépensais une carte pour lui faire une action range, ben là, à son tour, il pourrait attaquer où il le veut sur le gardien. Fait que le Fox and Heroes va tout simplement jouer ses cartes, prendre ses actions jusqu'à temps qu'il ait fait un nombre total de 3 actions. À la fin de son tour de jeu, il va avoir 2 choses à faire dans son clean-up phase. Premièrement, il va avoir à piger des cartes. S'il est en bas de sa main maximale, ce qui est le cas ici, il a moins de 5 cartes, il va repiger jusqu'à temps qu'il ait 5 cartes dans sa main. S'il était déjà à 5 cartes ou plus, ce qui aurait pu arriver si par exemple il avait joué une carte pour en piger 2 nouvelles, il aurait 6 cartes dans sa main, disons qu'il fait ça à quelques reprises. S'il a déjà 5 cartes ou plus, il va tout simplement piger une carte ajoutée à sa main à la fin de son tour de jeu. S'il n'y a plus de cartes dans le deck, on fait juste brasser la défausse, puis on continue. Et à la fin de son tour, dernière chose qu'il va le faire, il va distribuer ses jetons de power qu'il a ramassés pendant le tour, s'il en a ramassé, évidemment. Comment ça fonctionne, les jetons de power? Ben, il va aller les distribuer sur les unités qui ont des espaces pour les accueillir. Dans ce cas-ci, on voit que le chevalier et l'archer en ont pas, mais le roi et le sentinelle en ont. Fait qu'il aurait pu les distribuer comme ceci, par exemple, ou il aurait pu mettre les 2 sur le roi. S'il avait ramassé dans son tour, disons, 4 jetons de power, ben, il aurait pu remplir toutes les cases, mais le 4e jeton aurait été perdu. Ça ne se garde pas d'un tour à l'autre. Par contre, une fois qu'on a mis des jetons de power sur des unités, à quoi ça sert? Les jetons vont rester là jusqu'à temps qu'on les utilise et à son tour de jeu, on peut les utiliser pour gagner des actions bonus avec ce personnage-là. Et le choix d'action bonus qu'on a, c'est toujours déplacement
plus les actions qui sont imprimées sur le personnage. Fait que dans ce cas-ci, par exemple, à mon prochain tour, le roi pourrait dépenser l'un de ses cubes pour se déplacer, puis il peut se déplacer dans n'importe quel sens. Ou il pourrait dépenser un de ses cubes pour faire un leap, ou il pourrait dépenser un de ses cubes pour faire une attaque en mêlée. Et il pourrait le dépenser les deux dans le même tour s'il veut, il n'y a absolument aucun problème. Même chose pour mon sentinelle. Mon sentinelle a même une option supplémentaire. Lui, il peut faire une attaque de range. Et ça, c'est pour le tour des Foxen Heroes. Fait que quand il a fini son tour de jeu, il va passer la main à Grak. Grak, son tour va se passer majoritairement de la même façon. Il va avoir lui aussi à jouer un certain nombre d'actions. Dans son cas, lui, son nombre d'actions est de 2. Et il va lui également jouer, dans le fond, 2 cartes de sa main ou défausser une carte pour en piger 2. Fait qu'il y a les mêmes options que son adversaire. Certains vilains vont avoir l'option d'accumuler des power également, des jetons de power, mais Grak, lui, n'a pas cette option. D'autres vilains vont avoir l'option comme les Foxen Heroes. Fait que si je joue une carte pour le déplacement, de la même chose, par exemple, si je jouais cette carte-là pour le déplacement, il pourrait se déplacer dans la case de son choix. Et s'il joue ses autres cartes, mais ça va lui permettre de faire ses actions. Fait qu'ici, il pourrait décider de jouer le bas de la carte pour faire Gaze, le bas de la carte pour faire Stomp. Il pourrait jouer toutes ses autres cartes, Mend, Draw, ainsi de suite, Swing. Fait que quelles sont ces actions-là? Ben, elles sont décrites sur son plateau personnel. Fait que par exemple, Swing va lui faire 1 de dégâts sur un héros qui est sur sa case. Throw va lui permettre de prendre un des personnages qui est sur sa case, puis de le lancer qui est sur lui, puis de le lancer autour de lui. Ainsi de suite. Fait qu'on va tout simplement respecter les règles qui sont ici. Et il va continuer à faire ça jusqu'à temps qu'il élimine le roi ou qu'il élimine suffisamment d'unités. Les règles à respecter pour le vilain, il y a 2 petites choses qu'il faut se rappeler. Premièrement, il ne peut pas faire une action si la zone correspondante est complètement pleine de blessures. Fait que si, par exemple, le joueur Foxen avait réussi à faire 2 de dégâts ici, ben toutes ces cartes qui affichent l'action Throw, permettez-moi d'en trouver une, juste ici par exemple, s'il ne pourrait plus jouer le bas de cette carte-là pour faire Throw, parce que son action Throw, elle est annulée parce que la zone est pleine de dégâts. Même chose pour Gaze, même chose pour Swing, même chose pour Stomp. Ça, c'est la première règle qu'il doit se rappeler. La deuxième règle qu'il doit se rappeler, c'est qu'il ne peut pas affecter le roi avec aucune action si un autre héros se trouve sur la même case que le roi. Fait qu'ici, il ne pourrait pas écraser le roi avec une action, il ne pourrait pas lancer une roche au roi, il ne pourrait pas affecter le roi avec son Gaze, rien de ça, il va être obligé d'affecter l'autre. Tout simplement. Fait que le Foxen Heroes va avoir beaucoup de décisions stratégiques à prendre pour ne pas laisser son roi tout seul trop longtemps. Quand lui fait un dégât à une unité, ben, il va tout simplement placer de la même façon que quand lui reçoit des dégâts, mais il va placer des petits tokens rouges sur les points de vie de l'unité qu'il attaque. Puis si jamais il remplit l'unité au complet, l'unité est défaussée et le jeton retourne dans la réserve du jeu. Cette unité-là est éliminée. Dans le cas de Grak, il va compter le nombre d'unités qu'il élimine parce que c'est une des conditions de victoire. Et on continue tout simplement comme ça en aller-retour. On rappelle que Grak donne une carte à son adversaire qui rappelle toutes les actions spéciales que Grak peut faire. Le Foxen Heroes a donné une carte à Grak lui rappelant toutes les actions qu'il peut faire. Et ça revient pas mal à ça. On continue jusqu'à temps que l'une des conditions de victoire soit atteinte. Donc voilà les règles pour Skull Call. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Fait que finalement, qu'est-ce que j'en pense? Ben, je l'ai déjà dit au début, fait que c'est pas un secret, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Ça a été un coup de cœur récent pour moi. Je l'aime, au niveau des composantes. Tout est super efficace, tout est super bien fait, les jetons, les cartes, le plateau, tout est très bien réussi, il n'y a rien qui est extraordinaire, c'est pas un jeu de type de luxe comme il ressort parfois sur Kickstarter, mais tout est efficace. Composante préférée, c'est probablement les plateaux de monstres qui sont très bien réussis, qui ont un très beau visuel aussi. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une variété de monstres, il y en a 4. La seule peut-être chose que j'aime un peu moins, c'est l'espèce d'orientation du plateau qu'on doit placer comme ceci quand on joue, fait qu'il y a un joueur qui est de ce côté-ci puis un joueur qui est de ce côté-ci, au lieu de le placer comme on est traditionnellement habitué de jouer. Et étrangement, je ne sais pas exactement pourquoi, mais étrangement, toutes les personnes à qui je l'ai montré, sans exception, ont eu de la misère à s'habituer au déplacement à cause que le plateau était dans cette disposition-là. On peut le mettre de l'autre côté, c'est un petit peu plus facile étant donné qu'il y a des pointillés sur le plateau, mais quand même, c'est peut-être le seul petit accrochage que j'ai eu. Sinon, le reste est super bien réussi. La boîte a un bel insert
aussi là, pour serrer toutes les composantes du jeu. Fait qu'on a les Fox and Heroes, ils ont leur boîte ici. Chaque vilain, chaque gardien a sa boîte comme ça pour serrer. Fait que ça, c'est très bien réussi. Au niveau du gameplay, c'est un jeu qui est très simple à jouer, très simple à expliquer également. Fait que les parties sont pas longues. Quand on joue le gardien, on a une belle variété d'une partie à l'autre parce chaque gardien se joue quand même assez différemment, des stratégies différentes, des actions différentes, des objectifs différents. C'est très intéressant. Si on joue du côté des Fox and Heroes, on a également une belle stratégie à avoir à mettre en place pour positionner ses unités puis essayer d'aller attaquer le gardien adverse tout en protégeant son roi parce que s'il est seul sur sa case, il est vulnérable. Fait qu'il faut faire attention à ça. Fait que ça, cet aspect-là, il est intéressant aussi. Il y a un petit peu moins de rejouabilité si on joue du côté des Fox and Heroes parce qu'on fait juste changer son chef. Fait que le reste de notre deck de cartes il est toujours pareil. Puis on va changer la carte principale qui est le chef avec sa petite habileté spéciale ou le nombre de cubes d'énergie de cubes de puissance qu'il peut emmagasiner. Fait que ça, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de variété ou qu'on sélectionne, je sais pas, différentes unités qu'on vient brasser dans notre deck puis qui changent d'une game à l'autre. Fait que le deck Fox and Heroes est un peu plus statique que les decks des 4 autres gardiens. Mais on va quand même avoir facilement une douzaine de parties à changer de côté de table à chaque partie avant d'avoir l'impression de commencer à faire le tour du jeu. Puis vu que c'est un jeu qui n'est pas très dispendieux, selon moi, ça vaut la peine de l'essayer. Pour toutes ces raisons. Fait que si vous aimez les petits jeux de duel, règles simples, rapides, des tours rapides, du beau matériel, Skull Hollows, ça pourrait être quelque chose qui vous intéresserait, surtout en ces temps difficiles. Donc voilà, fait que si vous avez aimé, je vous invite à venir vous abonner à notre chaîne YouTube, nous encourager sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez également nous supporter sur Patreon pour qu'on continue de faire du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, je vous dis ciao, bye, fais attention à toi et à la prochaine.